Alors, c'est mon honneur et ma joie et mon plaisir de vous présenter mon ami Michel Crouziat-Truquet. Il est né à Avignon, il a étudié lettres modernes à l'université d'Aix-en-Provence. Après avoir enseigné à l'université... Après avoir enseigné l'histoire du théâtre pendant 3 ans, il a acquis un diplôme pour l'administration des entreprises en 1978. Alors, théâtre et administration des entreprises. Parmi autres activités, comme directeur général de caisse d'épargne et d'administration d'une clinique, je crois que l'apogée de toutes ces activités était l'enseignement de l'histoire de la littérature française à Harvard, où il a connu son épouse, Louise Truc, quand il y avait encore les étrangers à Harvard. Michel Crouziat-Truquet est aussi l'auteur d'un roman-essai publié en 2017, L'aube pâle de l'Europe. J'ajoute que cette manifestation est organisée avec l'aide de, vous avez vu, d'une association qui s'appelle Harvard MIT LUH Alumni Academy. Vas-y, Michel. Merci, mon cher Peter. Je vais évoquer avec vous la pensée d'un anthropologue, philosophe français, disparu il y a maintenant 10 ans. René Girard est né à Avignon le jour de Noël 1923. Les hasards de la vie font que je suis né à Avignon, mais quelques dizaines d'années plus tard. Il était le 2e garçon d'une famille de 5 enfants. Son père, Joseph Girard, était un ancien de l'école des Chartes, qui est une grande école française qui forme des archivistes, historiens. Joseph Girard a été le conservateur d'un important musée avignonnais qui s'appelle le musée Calvé, et il a été également le conservateur du Palais des Papes. Donc c'était un personnage qui était un notable de la vie avignonnaise. Du côté de sa mère, la famille Deleuil est une famille aristocratique du département de la Drôme, qui est un département situé au nord du Vaucluse. Le père de René Girard était un radical socialiste, ce qui veut dire qu'il avait pris ses distances par rapport à l'Église catholique. Les radicaux socialistes ayant été, au début du XXe siècle, les acteurs de la séparation de l'Église et de l'État. C'est important à savoir parce qu'on imagine quelle est la formation que va recevoir René Girard de son père. La mère de René Girard, elle, de par ses ascendances aristocratiques, était plutôt une catholique conservatrice inspirée par la pensée de Charles Maurras. On voit
l'étrange cocktail d'une pensée radicale socialiste et d'une pensée proche de celle de Charles Maurras. René Girard effectue ses études secondaires au lycée Mistral, qui était le grand lycée d'Avignon. C'est un élève doué, mais c'est un élève chahuteur, et c'est un élève qui aime organiser des chahuts à grande échelle. En particulier, il avait organisé une démarche auprès du proviseur du lycée, c'est-à-dire le directeur du lycée, dans laquelle on était en 1941. Donc, la moitié de la France est occupée par l'armée allemande et la partie sud de la France est administrée par Philippe Pétain. Et donc, René Girard téléphone en travestissant sa voix, téléphone au proviseur du lycée Mistral en lui disant que les autorités académiques, ministérielles, vont se déplacer dans le lycée pour inspecter le lycée. Bien entendu, on imagine le grand branle-bas de combat que cela suscite dans l'administration de ce lycée. Et bien entendu, le jour où cette fameuse inspection académique devait avoir lieu, rien ne se passe. Et bien entendu, les élèves chahuteurs sont démasqués et René Girard sera mis à la porte du lycée Mistral. Son père ne lui reprochera jamais d'être un élève indiscipliné. Il prend acte et il décide que son fils va préparer son baccalauréat à domicile. Il va donc bénéficier des conseils et de la férule de son père qui va lui permettre de passer un baccalauréat avec brio. Bien entendu, se pose la question, qu'est-ce que je vais faire ayant obtenu ce baccalauréat? Et René Girard se voit proposer de s'inscrire dans les classes préparatoires au concours de l'École normale supérieure, qui est considérée comme l'une des très grandes écoles françaises. Pour préparer ce concours, il va s'inscrire à Lyon, dans un des grands lycées lyonnais, qui prépare, avec beaucoup de succès d'ailleurs, les élèves au concours de l'entrée à Normale Supérieure. Très vite, René Girard s'aperçoit que ce n'est pas sa voie. Et il revient chez ses parents, il abandonne la classe d'Hippocagne, qui est la première classe préparatoire au concours, et là encore, son père se montre bienveillant et lui dit « Bon, puisque tu ne souhaites pas préparer le concours de Normale Supérieure, tu vas préparer avec moi le concours de l'École des Chartes, puisque le père était diplômé de l'École des Chartes. » Et là encore, grâce à cette bienveillance paternelle, René Girard est accepté, il réussit le concours d'entrée à l'École des Chartes et il va donc passer 3 ans à Paris au sein de l'École des Chartes. Donc je vous rappelle, l'École des Chartes forme des archivistes historiens. On est en pleine guerre. La situation parisienne est des plus précaires. Donc René Girard va néanmoins, malgré les difficultés, pouvoir terminer son diplôme et en 1943,
1947, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, René Girard va décider qu'une vie d'archiviste, ce n'est pas fait pour lui, mais qu'en revanche, il y a une opportunité qui lui est offerte. Un de ses professeurs à l'École des Chartes est en relation avec des universités américaines et certaines universités américaines recherchent des jeunes assistants de littérature française. Et donc René Girard décide de quitter la France et d'aller s'installer aux États-Unis en ayant un seul contact. C'est donc une espèce d'aventure dans laquelle se lance notre jeune René Girard, et il va se retrouver avec un poste d'assistant dans l'université de l'Indiana. Cette université va lui permettre de préparer un PhD qu'il va présenter quelques années plus tard, et le thème qu'il avait choisi était un thème historique qui portait sur la représentation que les Français avaient aux États-Unis à travers des journaux de l'Indiana. Donc c'est une recherche historique dans laquelle il fait preuve d'un grand zèle et il obtient son PhD avec félicitations du jury. À l'issue de ce PhD, il va se consacrer à cette profession nouvelle pour lui de professeur de littérature française. À l'occasion d'entretiens qu'il aura bien plus tard, il expliquera qu'il n'avait que quelques jours d'avance sur ses étudiants dans la découverte des œuvres qui étaient au programme. Donc, quelqu'un qui enseigne la littérature française, mais sans en avoir ne serait-ce que les fondements, les bases. Donc c'est une aventure intellectuelle véritable dans laquelle il va s'épanouir. Assez rapidement, il va rencontrer une jeune archiviste américaine et ils vont tomber amoureux et ils vont décider de se marier. Cette bibliothécaire se prénomme Martha et elle passera sa vie aux côtés de René Girard en lui donnant 3 enfants. En 1959, son épouse Martha est de confession évangélique. En 1959, à la suite d'un véritable cheminement spirituel, René Girard va se convertir au catholicisme. Et il va épouser Martha pour la 2e fois devant un prêtre catholique, et il va faire baptiser ses enfants, déjà nés, par le même prêtre catholique. Et c'est un bouleversement important dans la vie de René Girard, parce que ça va avoir un retentissement profond sur l'ensemble de ses travaux et de ses recherches. Il va se lancer dans la rédaction d'un premier essai, et ce premier essai, c'est la matrice de l'ensemble de ses recherches. Cette matrice, au départ, elle est littéraire, c'est-à-dire René Girard va publier un essai de critique littéraire qui va porter sur
on va dire, les grands monuments de la littérature mondiale. Il va donc s'intéresser en particulier aux travaux de Cervantes et à partir de là, il va ensuite établir des travaux comparatistes entre la littérature de la fin du XVIe siècle, incarnée par Cervantes, et des productions beaucoup plus récentes. Il va s'attacher à travailler sur Le Rouge et le Noir de Stendhal, ensuite quelques travaux sur l'œuvre de Dostoïevski. Donc c'est un ensemble un peu hétéroclite, mais qui lui permet de définir des éléments structurels communs. Ce qui est très intéressant dans la démarche de René Girard, c'est que, à l'opposé des critiques littéraires qui s'attachent à démontrer la singularité d'un auteur, lui, au contraire, essaie de montrer ce en quoi cet auteur met en œuvre des structures qu'on retrouve chez d'autres auteurs. Donc c'est un élément extrêmement important parce qu'on n'est plus dans une approche individuelle de la production littéraire, mais dans quelque chose qui est nourri par des travaux d'anthropologie dont Girard a pris connaissance quand il était aux États-Unis, et en particulier des travaux de Claude Lévi-Strauss sur les structures de la parenté. Lévi-Strauss a mis au jour un certain nombre d'éléments structurels dans les différents liens de mariage qui peuvent exister dans des tribus d'Amérique latine. Et René Girard va utiliser cette méthode et va l'appliquer à l'étude des grands textes littéraires. C'est un renversement de problématiques, parce qu'à l'époque, les études multifocales, on va dire, ne sont pas appréciées par l'université française. L'université française n'aime pas qu'on évoque à l'occasion de l'étude des grands textes littéraires des travaux d'autres sciences, que l'on évoque la psychanalyse ou les travaux de Lévi-Strauss. Donc c'est une démarche un peu solitaire qu'a entrepris René Girard, mais qui est extrêmement novatrice et extrêmement féconde. En 1968, lors des événements qui vont occuper l'université française et en particulier la Sorbonne, René Girard prend ses distances par rapport à cet ensemble. Girard était d'une sensibilité gaullienne ou gaulliste, ce qui fait de lui un individu un peu solitaire. L'ensemble du corps enseignant en France est d'une orientation politique plutôt favorable aux étudiants. Et lui, René Girard, de son poste d'observation aux États-Unis, regarde ça avec beaucoup d'étonnement et un peu de colère. En 1966, 2 ans avant, il avait organisé dans une des grandes universités, l'université de Johns Hopkins,
un grand séminaire qui accueillait les grands penseurs des sciences humaines. Il avait ainsi invité Jacques Lacan, le psychanalyste, il avait invité certains de ses amis, et on a là la première approche de ce que l'on a appelé plus tard la French Theory, c'est-à-dire cette façon un peu nouvelle d'évoquer les grands problèmes des sciences humaines. Il est assez rapidement mis en difficulté par un jeune philosophe qui est totalement inconnu à l'époque et qui s'appelle Jacques Derrida. Et Jacques Derrida, au lieu de s'inscrire dans une continuité par rapport aux travaux structuralistes, qui sont les travaux qui tiennent le haut du pavé à l'époque, Jacques Derrida lui propose une nouvelle approche qu'il nomme théorie de la déconstruction. Et René Girard avouera, de nombreuses années plus tard, qu'il a introduit le loup dans la bergerie avec cette intervention de Jacques Derrida à l'occasion de son colloque et de son séminaire. À partir des années 1990, René Girard va se retrouver pris par ses travaux, et ses travaux commencent aux États-Unis à être reconnus, et l'université de Stanford lui offre la possibilité de venir enseigner. Donc, chose qu'il accepte, il s'installe en Californie avec sa famille, et désormais, il terminera sa carrière aux États-Unis, à Stanford. Il avait eu la possibilité de faire la connaissance de Michel Serres, qui deviendra son grand ami, et sans doute celui avec lequel il entretenait la plus grande complicité. Michel Serres est un philosophe, mais lui aussi qui a eu une trajectoire un peu singulière et un peu originale, puisqu'il était un garçon diplômé de l'école navale, qui ensuite avait fait des études de philosophie et avait obtenu l'agrégation de philosophie en passant par l'école normale supérieure. Donc, cette amitié va nourrir et féconder une réflexion commune qui est de la plus grande importance. En 2005, René Girard sera accueilli à l'Académie française, et c'est Michel Serres qui va prononcer le discours de réception, puisque vous savez que les académiciens doivent faire l'éloge de leurs prédécesseurs, et à l'issue de cet éloge, un autre académicien répond et donne une analyse des travaux qui ont permis au nouvel académicien de revêtir le costume vert. Donc, les dernières années de sa vie, René Girard les passera en Californie, et il décédera en septembre 2015, et c'est au bout de quelques mois que sa dépouille sera transférée à Avignon, où il sera enterré dans le caveau familial. Alors, quelle est la pensée de René Girard et en quoi est-elle originale? Le premier maillon
de cette pensée, c'est le désir mimétique. À travers son essai sur la littérature européenne, on va dire, il avait mis au jour ce trait structurel dans lequel les héros des principaux romans qu'il étudiait étaient des héros qui étaient habités par une admiration et un désir de mimésis à l'égard d'un grand personnage ou d'un personnage plus modeste, mais en tout cas où René Girard montrait que l'articulation et le développement du récit narratif se faisait autour de cette idée que le héros se dote d'un principe d'admiration qui va être le moteur de sa destinée. Donc ce désir mimétique, il appelle cela la fin de l'illusion romantique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'illusion romantique? Eh bien, c'est cette idée que l'individu est maître de ses désirs. Et ça, René Girard nous dit, c'est une illusion. Ce qui est la réalité, c'est que nous ne sommes pas maîtres de nos désirs, mais nous sommes mus, nous sommes mis en mouvement par le désir d'autrui. Ce qui nous constitue, c'est le désir d'autrui. Donc ça, c'est une rupture avec tous les travaux dans lesquels on se dotait d'un appareil critique pour comprendre les motivations d'un individu, etc. Girard dit non, c'est pas ça. Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, ce qui motive sa trajectoire, c'est l'imitation de Napoléon. Donc, c'est le désir de l'autre qui est le moteur de toute la destinée de Julien Sorel dans le roman de Stendhal. Ces désirs ne sont pas sans conséquence, puisque le désir d'autrui peut entrer en rivalité avec notre propre désir, d'où la possibilité de conflit. Donc, René Girard distinguera le désir mimétique d'un côté et le conflit mimétique qui peut en résulter de l'autre. La fonction du bouc émissaire. René Girard montre que lors des conflits mimétiques, assez rapidement, le tous contre tous de Hobbes se traduit en tous contre un ou tous contre une petite communauté. Ce bouc émissaire, ça fait référence bien sûr à la Bible et au fait que les anciens Hébreux, une fois par an, se dotaient d'une cérémonie dans laquelle un bouc était lâché dans le désert et porteur de tous les péchés d'Israël. Donc, ce bouc émissaire, René Girard le voit à l'œuvre dès le Moyen-Âge. Et il cite dans un de ses livres l'exemple d'un texte de Guillaume de Machaut. Alors, Guillaume de Machaut est surtout connu pour être un poète et musicien qui a laissé des œuvres très importantes sur les débuts de la polyphonie à la fin du Moyen-Âge. Et à travers ce texte,
Girard décrit comment Machaut rend compte de l'apparition de cette fonction du bouc émissaire dans la communauté juive qui vit dans un certain nombre de grandes villes européennes. Ce bouc émissaire, il est essentiellement, il a pour fonction de rétablir l'ordre dans la communauté plus large dans laquelle il vit. De cette fonction, René Girard en déduit que violence et sacré sont deux faces de la même pièce de monnaie. Violence, c'est l'apparition d'une crise mimétique, et cette crise mimétique va être réglée et va être régulée en sacrifiant un ou plusieurs membres de cette communauté. Il y a donc un travail qui est absolument remarquable de la part de René Girard, où cette violence n'est pas dénoncée comme telle, mais est reconnue comme un élément important du retour à l'équilibre au sein d'une communauté humaine. Bien entendu, René Girard, à travers son questionnement des sociétés archaïques, et en particulier des mythes produits par les sociétés archaïques, René Girard en arrive à la conclusion que la révélation chrétienne instaure une coupure déterminante dans l'histoire de l'humanité. Pour René Girard, violence et sacré sont donc profondément liés, mais pour la première fois dans l'histoire, la révélation de la passion du Christ apporte une identification nouvelle et permet d'instaurer donc cette coupure où désormais la victime est reconnue comme innocente, alors qu'auparavant, la victime dans les sociétés archaïques, la victime du sacrifice, ne l'était pas. La victime du sacrifice chez les Mayas, elle est porteuse d'une tare. Dans le christianisme, la révélation du christianisme, c'est il y a une fonction du sacrifice, mais cette fonction, elle n'est pas liée à une quelconque tare ou à une quelconque mauvaise action. C'est une fonction librement choisie qui permet de renverser la problématique du travail du bouc émissaire et de sa fonction sociale. René Girard s'est intitulé « Anthropologue de la violence et du religieux ». Ça, c'est une phrase qu'il a utilisée à plusieurs reprises lors de ses entretiens. Le désir mimétique, c'est un désir qui ne va pas d'un individu à un objet, c'est un désir triangulaire, puisque ce désir est marqué par la médiation de la présence de l'autre. Ce triangle fait du désir une relation de dépendance aux autres. L'individu est totalement dépendant de la présence des autres.
tout sujet aura désormais besoin d'un modèle. Tout sujet épousera le désir de ce modèle. Cette anthropologie, elle est désormais une anthropologie dans laquelle la violence est au cœur de cette réflexion et elle permet de mieux comprendre l'importance que revêt la violence dans ces sociétés archaïques. Les sociétés traditionnelles redoutaient cette forme de désagrégation des relations sociales que constituait la violence et redoutaient la contagion de cette violence. Girard utilisera à plusieurs reprises cette expression de peste mimétique. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi une pièce historique. Sur cette photographie, vous voyez donc à droite un immeuble et à gauche ce qui était une affiche qui était apposée sur les murs de la ville d'Avignon. Et que nous dit cette affiche? Qu'il y a une vente aux enchères d'un grand immeuble d'Avignon. Et cette vente aux enchères, elle a une particularité. Elle a lieu le 30 mai 1944, c'est-à-dire une semaine avant le débarquement en Normandie. Cette vente, elle est organisée par un notaire, mais ce notaire agit sur prescription d'un administrateur de biens juifs. Donc, cette vente, elle est organisée pour se séparer d'un bien immobilier qui appartenait à une famille juive, commerçante dans la ville d'Avignon, qui, à la suite des lois promulguées par le maréchal Pétain, est une famille qui est spoliée, dont on s'approprie les biens, qu'ils soient des biens à vocation économique ou des biens patrimoniaux, comme cet immeuble qui fait l'angle des deux rues principales à Avignon. Il y a là une illustration extrêmement intéressante de ce qu'est le désir mimétique et la violence mimétique. En effet, cette famille juive, comme de très nombreuses familles juives en France, s'est vue confisquer son outil de travail. En l'occurrence, il s'agissait d'un magasin de vêtements pour dames, et ce magasin a été placé sous administration provisoire, et donc cet administrateur avait pour fonction d'arianiser ce bien, c'est-à-dire de trouver un repreneur qui serait non pas de confession juive, mais qui serait catholique, protestant, sans confession particulière, mais qui ne serait pas juif. Donc, la loi organise de façon méthodique le conflit mimétique. Pendant de très nombreuses années, en France, comme en Allemagne, en Autriche, des discours idéologiques dénonçant la puissance supposée de la communauté juive
dans la vie de la société, ces discours ont conduit à l'organisation de la prédation des biens possédés en toute légalité par ces familles juives. Il y a là, pour moi, un exemple extrêmement intéressant de ce que peut produire le désir mimétique et le conflit que ce désir mimétique peut engager. Aujourd'hui, ce désir mimétique, il est utilisé dans le cadre du marketing par la publicité. On a un phénomène social qui s'est développé maintenant depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années autour du moyen technologique Internet, et c'est la pratique sociale des influenceurs. Les influenceurs jouent un rôle maintenant très important pour promouvoir des produits. Et ces influenceurs sont essentiellement des personnalités qui ont une visibilité, une notoriété sociale, et donc on y retrouve des gens qui sont des stars du monde du cinéma ou qui ont ou des sportifs de haut niveau. Et on a ainsi par cet exemple de Cristiano Ronaldo, qui est un des joueurs de football les plus célèbres actuellement, qui, à travers les deux principaux réseaux sociaux, est un des formidables influenceurs, puisqu'il a à peu près 600 millions de followers qui suivent avec énormément d'intérêt les produits qu'il vante ou qu'il met en avant. Voilà une utilisation économique du désir mimétique que René Girard avait déjà décrit à travers donc le phénomène de la publicité, mais qui prend une coloration particulière à travers le développement de ces réseaux sociaux. La crise mimétique, c'est essentiellement le règne de la violence. C'est aucune possibilité de maintien de la vie culturelle sous quelque forme que ce soit si cette violence n'est pas encadrée et n'est pas maîtrisée. On a là, à travers cette théorie, l'expression de ce que sont les fondations de cette théorie mimétique. René Girard a fait une hypothèse, toutes les cultures étant religieuses, la nôtre est la première qui est une exception, on ne peut rendre compte de l'existence des cultures qu'en comprenant la genèse du sacré. La violence réciproque au paroxysme de la mimésis va s'agréger, va fusionner et devenir unanime et se fixer sur n'importe lequel d'entre nous, des membres de cette communauté. Le tous contre tous de Hobbes se métamorphose en tous contre un. La paix revient et la victime sera divinisée. Elle est à la fois perçue comme maléfique et bénéfique, violente et protectrice. La victime émissaire, c'est un mécanisme d'autorégulation. On n'a retenu que les effets bénéfiques et cette méconnaissance se perpétue dans des rites sacrificiels et l'organisation des interdits. Les mythes sont le récit du meurtre
collectif du point de vue de la collectivité. Et ça, c'est un élément sur lequel René Girard insistera à travers plusieurs de ses ouvrages. C'est une expression qu'il a utilisée, c'est une persécution racontée par les persécuteurs. Comme contre Freud, avec l'aide de Sophocle, Girard innocente Édipe. Il en fait le bouc émissaire de sa communauté. La théorie mimétique répond à cette question de la violence et de son rapport avec le sacré en faisant une lecture inédite de la Bible. C'est la véritable source de notre esprit démystificateur selon Girard. Les textes de l'Ancien Testament sont plus violents que les mythes grecs. Ils révèlent la violence des persécuteurs et l'innocence des victimes. René Girard oppose à la vérité biblique le mensonge mythique. C'est le même type de balance qu'il avait utilisé pour parler du mensonge romantique et de la vérité romanesque. La révélation évangélique du mécanisme victimaire en parole et en acte dans la position du Christ va empêcher de fonctionner, c'est-à-dire de réconcilier les pestiférés des rivalités mimétiques. Sans bien entendre le message d'amour, le monde christianisé a désacralisé la violence, a pris le parti des victimes. Les droits de l'homme, mais aussi la concurrence victimaire, chacun voulant aujourd'hui occuper la place centrale, sacrée de la victime. On autorise une extrême violence au nom de la défense des victimes, mimétiquement. René Girard se voulait penseur apocalyptique. La théorie mimétique a aussi une dimension théologique et apologétique. La théorie mimétique refuse tout fatalisme. Elle donne à l'Apocalypse son double sens de catastrophe finale et révélation. Les textes apocalyptiques des évangiles révèlent la relation étroite entre désordre naturel et violence humaine. Cette communauté humaine, elle connaît aussi l'existence de la bombe à hydrogène que l'on prétend dissuasive à la manière des dieux païens menaçants et protecteurs à la fois. Elle est mise face aux deux branches de la terrible alternative, accepter l'offre du royaume faite par le Christ, renoncer à la violence, imiter le Christ ou s'autodétruire. Voilà, mesdames et messieurs, la présentation des sources de la pensée de René Girard, en souhaitant que ce moment partagé vous donne envie de découvrir la grande richesse et l'extrême complexité de la pensée de René Girard. Je vous remercie. Voilà, nous disposons de quelques minutes. Si vous avez des questions, et si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Qui veut faire une question? Wer möchte etwas fragen, sagen? Ben, je vous remercie encore. Alors, oui. Il est possible de savoir ces textes-là que vous avez présentés pour approfondir un peu la connaissance de tout ce que vous avez dit, parce que c'est quand même un peu difficile. De toute façon, ça demande des réflexions plus longues. Oui, tout à fait, tout à fait.
là, c'est vraiment une introduction. C'est vous offrir la possibilité, si vous ne connaissiez pas René Girard, d'avoir envie de le découvrir et d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est vraiment un auteur extrêmement riche. Et c'est un auteur très singulier dans le paysage universitaire français. Ça, c'est très clair. Il a été très critiqué parce que on l'a accusé d'être un métaphysicien et non pas un scientifique. Et ça, c'est les grandes habitudes de l'université française. Ok, juste une question toute pratique encore. Donc, ma camarade et moi, nous ne connaissions pas du tout donc l'auteur, et vous avez vraiment suscité en fait notre curiosité. Et donc, je voulais juste savoir si le cours, les supports de cours là, s'ils sont disponibles sur le site du festival. Alors, il y aura un compte rendu, je présume, sur... Quelque chose imprimé ou quelque chose... Oui, oui, oui. Disons que ces documents-là ne sont pas mis en ligne, mais en revanche, à l'issue du festival, il y aura un compte-rendu de chacune des interventions, dont celle-ci. Oui. Et si on veut dire plus, on n'a qu'à mettre René Girard sur Google. Et Exactement, exactement. Allez à la bibliothèque. Ok, merci beaucoup.